Il y a 3 ans et demi, je me suis mise en couple avec un breton pure souche. Oui, pour les personnes qui connaissent ma chaîne, je parle bien d'Erwan. Et cet homme aime une chose plus que tout au monde, j'ai nommé le sarrasin. Et en vrai, il a bien raison, parce que cette pseudo-céréale, en plus d'être délicieuse, est également un super aliment aux multiples atouts. Naturellement sans gluten, le sarrasin est également riche en protéines complètes, c'est-à-dire que c'est une protéine végétale qui contient les 9 acides aminés essentiels, et il y a en général entre 12 et 14% de protéines dans le sarrasin. En plus de cela, c'est un aliment à index glycémique bas, ce qui est donc parfait pour les personnes qui cherchent à stabiliser leur glycémie. Et en plus, le sarrasin est également très riche en fibres, ce qui favorise la satiété. Et c'est pas fini, parce que le sarrasin est également riche en vitamines et en minéraux, notamment en fer, en magnésium et en zinc. Et en plus de ça, c'est un aliment antioxydant, c'est donc excellent pour la santé. Sa culture est très peu gourmande en eau, elle ne nécessite en général pas du tout l'utilisation de pesticides, parce que c'est une plante très solide contre les maladies. Et comme le système racinaire du sarrasin est naturellement régénérant, c'est vraiment également un excellent allié pour aider à améliorer la qualité des sols sur lesquels le sarrasin pousse. En résumé, et pour le dire simplement, on devrait tous et toutes consommer beaucoup plus de sarrasin au quotidien. Le problème, c'est qu'on manque souvent d'idées pour le cuisiner. On le fait en général en crêpes ou à la limite en blinis, mais sinon on ne sait pas quoi en faire. Et c'est là que j'interviens, puisque aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine pour vous dévoiler 4 recettes à base de sarrasin qui sont à la fois faciles, originales et délicieuses. Ces recettes, elles sont toutes sans sucre raffiné, sans gluten, sans lait, sans œufs et donc vegan. Donc si ça vous intéresse, on s'y met tout de suite, c'est parti! Pour la première recette, je vais réaliser un pain 100% à base de graines de sarrasin fermentées, c'est-à-dire que dans ce pain, il n'y a pas de levure, que ce soit chimique ou boulangère, parce qu'on va vraiment utiliser les pouvoirs de la fermentation pour faire gonfler le pain. Pour cela, c'est très important d'utiliser des graines de sarrasin que j'appelle vertes, donc c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une légère couleur verte. Quand vous regardez, vous devriez voir quelques petits grains de sarrasin qui ont cette légère coloration un petit peu qui tire vers le vert, c'est très important de voir ça, et pas d'avoir un sarrasin qui tire vers le marron. Par ailleurs, c'est extrêmement important de prendre un sarrasin cru, qui ne soit pas donc du cacha, puisque le cacha, c'est un sarrasin qui est grillé. Pour cette recette, vous allez voir, c'est un process sur 2 jours. Néanmoins, il n'y a absolument presque aucun travail à faire, donc pour du pain, c'est vraiment exceptionnel. C'est juste qu'il faut laisser le temps au sarrasin de fermenter, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, mais de toute façon, ce n'est pas du temps de travail actif, donc ça reste une recette très rapide à faire. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que là, je suis le matin, je m'y prends en général le matin, c'est le plus pratique avec cette recette, et je vais mettre beaucoup d'eau froide sur mon sarrasin. Comme vous le voyez, je le couvre d'eau, et ce saladier, je vais le laisser reposer jusqu'au soir. Donc on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi tout à l'heure, pour la suite de cette recette. Nous sommes le soir même et regardez-moi comme les grains de sarrasin ont commencé à fermenter. C'est important de le repérer en fait dès ce moment de la recette pour être sûr de la réussite de votre recette. C'est très simple, vous voyez les petites bulles qu'il y a là au-dessus, un peu partout. Ça veut dire que le processus de fermentation, de réveil un petit peu de la graine a déjà commencé. Donc voilà, il faut que vous repériez ces toutes petites bulles. À présent, la prochaine étape est très simple. Je vais simplement égoutter mes graines de sarrasin, mais je ne vais pas les rincer, très important. Donc je vais les placer dans une passoire, me débarrasser de toute l'eau qu'il y a autour, mais je ne vais pas mettre de l'eau fraîche en fait dessus pour les rincer, parce qu'il faut vraiment garder le côté mucilage. La prochaine étape est tout aussi simple que les 2 précédentes. Ça va être de verser nos graines de sarrasin avec donc leur mucilage dans un blender, ou si vous voulez le remettre dans votre saladier et utiliser un mixeur plongeant par exemple, vous pouvez très bien le faire également. Je complète ensuite avec de l'eau. Et enfin, avec du sel. Et maintenant, je mixe. Ça y est, ma pâte à pain est prête, donc je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même relativement lisse. Ça ressemble vraiment à une sorte de pâte à blinis par exemple. Donc une pâte quand même assez épaisse, mais tout de même liquide. Et à ce stade, on n'a plus qu'à attendre que la pâte à pain fermente. Pour que cela fermente, soit vous pouvez le changer de contenant, moi je ne vais pas le faire, simplement je trouve que c'est très bien de le laisser dans le blender si votre blender est suffisamment grand. Il faut vraiment qu'il y ait encore au moins autant de place disponible que la place que prend la pâte, parce qu'elle va au moins doubler. Et ce qui est important également dans les fermentations, c'est de ne pas fermer hermétiquement vos récipients. Donc ici, j'ai le couvercle
couvercle, mais ce que je fais, c'est que je pose simplement, voilà, le couvercle dessus en laissant vraiment de l'air en fait qui peut passer. En général, les fermentations sont vraiment idéales à faire en plein été, là où il fait super chaud chez vous. Néanmoins, c'est également tout à fait possible de créer et de faire des fermentations chez soi, hors de la période de l'été. Là, on est à la fin de l'hiver, presque au début du printemps, et c'est tout à fait possible de faire des fermentations chez soi. Néanmoins, comme il fait en général moins chaud chez nous, la fermentation peut prendre un peu plus de temps. L'important, c'est vraiment que vous observiez votre pâte, que vous observiez la différence en fait, que vous commenciez à voir les bulles qui se forment, la fermentation en fait tout simplement qui se crée, pour que vous puissiez voir à quel moment cuire votre pain. Cette pâte, elle fermente en moyenne 12 à 24 heures. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien la faire le soir ou en fin d'après-midi. Comme ça, le lendemain matin, voire le lendemain midi, je sais qu'en général, ce sera à peu près un bon moment pour cuire mon pain. Néanmoins, comme je parlais de température tout à l'heure, c'est très utile quand vous faites des fermentations de savoir à peu près quelle température il fait chez vous. Chez la plupart des gens, en hiver, il fait à peu près au moins 18 degrés. Chez nous, il fait plus froid. Et pour cette raison, il y a une astuce vieille comme le monde pour augmenter un petit peu la température autour de votre pâte à pain qui fermente, sans pour autant le mettre sur le chauffage ou l'allumer si celui-ci n'est pas allumé. Ça va être d'utiliser un autre récipient en verre, voire plusieurs récipients en verre, et de les remplir d'eau bouillante. Là, pour le coup, vous allez les fermer hermétiquement, et ensuite, vous allez les placer à côté de la chose qui fermente, donc pour moi, ma pâte à pain, et mettre au-dessus de tout ça une couverture, par exemple, ou bien des torchons. Je vous montre tout de suite comment je fais ça. Je vais remplir complètement ma bouteille. Hop, jusqu'en haut. Et ensuite, je vais bien fermer ma bouteille pour garder le plus longtemps possible cette chaleur. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je fais en général plusieurs pots. Et ce que je fais, c'est que je choisis un endroit dans ma cuisine où je vais laisser tout ça fermenter cette nuit. Je vais vraiment entourer ma pâte de mes bocaux comme ça. Et ensuite, je vais couvrir tout ça avec des torchons pour conserver un peu au maximum la chaleur sous tout ça. Je crée une sorte de cocotte norvégienne. Je ferme bien tout ça. Et là, je vais patienter jusqu'à demain matin ou demain midi comme dit. Et je vous retrouve au moment où la pâte a fermenté pour vous montrer tout ça. Finalement, j'ai carrément décidé de mettre un pull d'Erwan au-dessus de tout ça pour vraiment que ça maintienne encore mieux la chaleur. Et ça y est, ma pâte à pain a bien fermenté. Je vais vous montrer précisément à quoi ça ressemble. Alors voilà, hein, on voit bien ici toutes les bulles qui sont formées. Si vous ne voyez pas ça, c'est vraiment un red flag, j'ai envie de dire. Normalement, ça peut aussi avoir jusqu'à doubler de volume. Plus c'est haut dans votre récipient, mieux c'est. Moi, je trouve que ma pâte a pas tant que ça monté. Mais écoutez, je pense qu'elle est un peu au max, là, présentement. Le deuxième indicateur important pour moi, c'est l'odeur. Vous le sentez, ça doit vraiment sentir mauvais. Alors, c'est une recette que j'ai déjà proposée probablement en shorts et également sur Instagram en réel. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que j'ai du contenu exclusif là-bas, donc je vous mets le petit QR code si vous voulez aller voir. Mais du coup, c'est une recette que j'ai proposée là-bas. J'ai eu énormément de vues sur cette recette. Les gens ont beaucoup aimé, mais beaucoup de personnes avaient du mal à réaliser la recette, notamment parce que ces personnes n'utilisaient pas la bonne catégorie de sarrasin, et je vous en dis un peu plus tard dans la vidéo, mais aussi parce que je pense que les personnes ne sont pas forcément au courant des signes qu'une pâte a fermenté en fait. Hein. Là, on voit très bien que la pâte a fermenté. Et j'avais aussi beaucoup de commentaires qui me disaient la pâte pue, est-ce que c'est normal? C'est trop bizarre, ça sent la vieille chaussette et tout. Oui, c'est normal, hein. C'est une pâte qui a fermenté, donc vraiment c'est normal que ça sente un peu bizarre, c'est pas forcément habituel pour nous. Et surtout, une fois que c'est cuit, le goût de l'odeur disparaît totalement si vous voulez, donc aucun souci là-dessus. Donc à ce stade, la recette est déjà presque terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement verser notre pâte fermentée dans notre moule. Donc là pareil, hein, on peut bien voir à l'apparence que c'est fermenté. Hein. À ce stade, on pourrait enfourner tel quel, mais moi j'aime bien mettre des petites graines et un filet d'huile végétale sur mon pain. Donc je commence avec des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de sésame noir et enfin des graines de lin. Je complète avec un petit peu d'huile de cuisson, sinon de l'huile d'olive c'est bien aussi. Hop! Pour plus de gourmand, voici à quoi ça ressemble. Et maintenant, j'enfourne pour 1h15 à 180 degrés. Et ça y est, le pain est cuit. Donc je vous montre le résultat. Regardez-moi ça. On voit toute la fermentation qui a complètement aidé à lever ce pain. Regardez comme il est moelleux et en même temps très gourmand. Il a forcément un goût très riche de sarrasin. C'est logique vu que c'est 100% sarrasin. Il est bien évidemment sans gluten. Et surtout, c'est un pur délice. Moi, je trouve qu'on dirait presque un cake, tellement c'est bon. Regardez-moi ça comme c'est beau, comme c'est moelleux. Il est vraiment très souple, très gourmand,
très sain. Franchement, je suis archi fan. Vous pouvez le manger tel quel ou avec un petit peu de margarine végétale, un petit peu de fleur de sel. Ça, c'est vraiment le bonheur pour moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète car c'est très important. Pour réussir cette recette de pain, c'est vraiment hyper essentiel d'avoir la bonne sorte de sarrasin. Vous allez donc peut-être vous demander où est-ce que j'achète mon sarrasin pour réussir cette recette de pain fermenté, mais aussi pour réussir les autres recettes de cette vidéo. Et sachez que moi, j'achète le sarrasin sous toutes ses formes sur la boutique en ligne Coro. Et ça tombe bien puisque cette petite partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Coro, qui me permet de vous offrir moins 5% sur toutes vos commandes sur le site avec mon code RENARD5, et ce, toute l'année et quel que soit le montant de votre panier. Coro, qu'est-ce que c'est? C'est un site de vente alimentaire qui propose à la livraison énormément de produits alimentaires bons pour la santé. On va avoir sur Coro des produits alimentaires un peu en vrac qui sont en général beaucoup moins chers que dans le commerce pour une bien meilleure qualité. Donc on va y retrouver toutes sortes de céréales, des légumineuses, également plein de fruits séchés qui sont sans sucre ajouté. On trouve également plein de protéines végétales, du seitan, mais également du tofu. On peut aussi trouver du soja brut pour pouvoir faire par exemple du tempeh à la maison. Et il y a aussi plein d'autres produits protéinés vegan qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Il y a évidemment des barres protéinées, des céréales protéinées pour le matin, il y en a qui sont à 77% de protéines. Il y a aussi des produits pour l'apéro mais qui vont être beaucoup plus sains que ce qu'on vous vend d'habitude dans le commerce. Coro est également un site très connu et très apprécié pour leur purée d'oléagineux 100%. Donc il y a de la purée de pistache, il y a de la purée de sésame, de la purée d'amandes, de la purée de noisettes, de graines de courge, enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le site de Coro. Perso, je fais tous les mois une grosse commande chez eux, donc je vous montre très rapidement ce que j'ai commandé ce mois-ci, si ça peut vous donner des idées. Un pack de 12 litres de boisson de soja barista, donc parfaite parce qu'elle mousse. Je vous parlais des barres protéinées tout à l'heure, on les aime beaucoup à la maison. Celle-ci est au chocolat fourré à la framboise. Cette barre protéinée aux noisettes qu'on aime beaucoup. Et également cette barre protéinée Teddy qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à du lion, mais version bien meilleure pour la santé. J'aime beaucoup leur sirop d'érable qui était excellent et surtout qui est beaucoup moins cher au kilo que dans le commerce. En vrac, on a pris 2,5 kg de flocons d'épeautre, 2 kg de haricots rouges que je cuis très facilement grâce à mon autocuiseur, les fameuses soja crispies au cacao qui sont protéinées à 77%. Si vous ne cuisez pas vos légumineuses maison, c'est également possible d'en acheter en boîte sur le site de Coro. Ici, j'ai pris des haricots blancs. Pour booster nos apports en oméga 3, j'ai acheté de l'huile de lin qui est bio. Ça, c'est aussi un truc que j'ai oublié de dire, mais énormément de produits sur le site de Coro sont bio. En termes de purée d'oléagineux, j'ai pris du tahini, donc c'est de la purée de sésame. Et ensuite, j'ai pris un pack de 12 boîtes de pois chiches cuits et un pack de 12 boîtes de lait de coco réduit en gras. Sachez qu'à partir de 69 € d'achat sur le site, la livraison est totalement offerte sur votre commande et à partir de 99 € d'achat, vous obtenez un cadeau totalement gratuit dans votre commande. Celui qui est proposé en ce moment est d'une valeur de 11 €, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et c'est cette pâte à tartiner amande coco qui est bio et qui a exactement le goût du Raffaello. Si vous voulez aller faire un tour sur le site de Coro pour voir un peu tous les produits qu'ils proposent, je vous ai laissé le lien en première ligne de la description. Et surtout, n'oubliez pas mon code RENARD5 pour avoir moins 5% sur votre commande. Et maintenant, on retourne en cuisine pour commencer la deuxième recette à base de sarrasin de cette vidéo. Pour notre seconde recette, on va réaliser un granola maison pour le matin, sans sucre raffiné, et on commence par mettre de la purée d'oléagineux. Donc moi j'ai pris la purée d'amande blanche de chez Coro, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très lisse, et surtout elle est absolument délicieuse. Je complète avec du sirop d'érable. Au niveau des épices, vous mettez un peu ce qui vous fait plaisir, moi j'aime bien mettre du 4 épices. Et c'est facultatif, on peut mettre un petit peu de vanille, par exemple liquide ou en poudre. Moi j'aime bien mettre de l'extrait d'amande amère, je trouve que ça donne un excellent goût. Je complète avec une pincée de sel, puisque le sel est un exhausteur de goût. Et je mélange tout ça pour avoir quelque chose d'assez homogène. Je rajoute un petit peu de purée de pommes pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide. Et voilà, là on a une super texture. Ensuite j'ajoute mon sarrasin. Des oléagineux concassés au choix, donc moi j'ai pris des amandes blanches, des graines de chia, et ensuite je mélange tout ça. Ça sent extrêmement bon. Et voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Je complète avec des flocons de sarrasin et je mélange à nouveau. Voilà ce que ça donne.
J'ai sorti ma plaque allant au four, je l'ai recouverte d'un papier sulfurisé que j'ai déjà utilisé pour faire mes cookies protéinés à la farine de soja. Mais vous le savez, ici je réutilise mes papiers sulfurisés, c'est plus écologique et ce n'est pas du tout gênant au niveau de la cuisson. J'ajoute au-dessus mon fameux granola de sarrasin maison. Et ensuite avec ma cuillère que j'humidifie, je vais tasser tout ça sur à peu près 1 cm. Donc il faut quand même bien écraser. Voilà ce qu'on obtient, le but c'est vraiment d'avoir une grosse plaque en fait qui se tient. Je vais enfourner ça pour 10 à 15 minutes à 170 degrés. Le but c'est de vraiment commencer à surveiller son four à partir de 10 minutes pour être sûr que le tout ne brûle pas. Ok, la plaque de granola est sortie du four, je l'ai laissée totalement refroidir. Et maintenant on va pouvoir casser des morceaux. Vous pouvez évidemment casser des morceaux plus ou moins gros en fonction de ce que vous préférez. En général, les gens adorent les grosses pépites. Moi, je casse des morceaux un peu inégaux. Mais voilà, on peut très facilement avoir de très grosses pépites en fonction de ce que vous préférez. Hop. Alors à ce stade, on a des morceaux qui sont extra croustillants et d'autres plus vers le centre, qui ressemblent plus à une texture, je dirais, de barre de céréales par exemple. Et donc ce qu'on peut faire, c'est soit on aime ce côté-là et on les garde comme ça, soit on veut vraiment quelque chose de très croustillant et dans ce cas, on réenfourne pour environ 10 minutes à 160 degrés. Donc moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Ça y est, mon granola est sorti de sa deuxième cuisson au four. On peut voir que les pépites sont cette fois-ci très croustillantes, elles sont encore chaudes d'ailleurs. Je vais laisser totalement refroidir, mais avant ça, je vais ajouter mes petits toppings. Donc pour moi, ce sont des griottes séchées. Ça change un petit peu des raisins secs et je trouve que c'est meilleur en termes de goût. C'est également riche en antioxydants, donc c'est très très sympa. Et j'ajoute également des copeaux de noix de coco déjà grillés comme cela. Si vous avez chez vous des copeaux de noix de coco non grillés, ajoutez-les aux 2 étapes d'avant, en gros avant les cuissons. Et dans tous les cas, sachez que si vous souhaitez vous procurer les mêmes aliments pour cette recette, je vous linkerai tout dans la description. Et voilà mon granola que j'ai mis en pot. Ça va vraiment être délicieux pour toute la semaine. Et surtout, je veux vous montrer à quel point c'est croustillant. On a vraiment, comme dit, des pépites plus ou moins grosses. C'est vous qui choisissez à quel point vous souhaitez qu'elles soient grosses. C'est tellement bon. Ok, on sent hyper bien le mélange entre l'amande qui a ce goût un petit peu caramélisé avec le sarrasin qu'on sent un peu grillé en fond. C'est léger mais en même temps c'est très très agréable. Bien évidemment, on peut les manger comme ça à la croque ou dans un bol de céréales avec du lait végétal. Une pépite. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est que vous pouvez gérer la quantité de sucre comme vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé du sirop d'érable, c'est donc un sucre non raffiné. Et j'en ai mis assez peu, puisque j'ai mis 50 g de sirop d'érable pour tout le pot qui me fait au moins 2 semaines de petit déjeuner. Et lorsqu'on les goûte, on sent bien que c'est vraiment pas trop sucré. Après, si vous souhaitez mettre plus de sirop d'érable, vous pouvez. Et si vous ne souhaitez ne pas en mettre du tout, c'est également possible en remplaçant le sirop d'érable dans cette recette par une banane, voire 2 bananes écrasées. J'espère trop que vous allez tester cette recette. Pour notre troisième recette, on va faire des poireaux façon endive au jambon. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des endives au jambon, probablement. Mais peu de gens gardent vraiment un bon souvenir des endives au jambon. C'est pourquoi j'ai décidé de remplacer les endives dans cette recette par des poireaux. Ce sera absolument excellent et le sarrasin intervient dans cette recette dans la béchamel. On va faire une béchamel réduite en gras au sarrasin, ça va être incroyable. En plus, ça nous permet de faire une béchamel sans gluten et sans fécule. Donc la première étape, ça va être de cuire les poireaux à l'eau. Le petit souci que j'ai, c'est de savoir comment les nettoyer lorsqu'on ne coupe pas les poireaux. Je vous montre un petit peu comment faire. Déjà, moi, je vais couper mes poireaux encore en 2. Vous voyez, j'ai déjà coupé la grosse partie des feuilles. Je les garde pour d'autres préparations. Et ensuite, je vais couper à peu près, voilà, au milieu. Et ensuite, c'est surtout cette partie-là qu'il est important de vraiment bien laver, même si on va laver toutes les parties. Et pour cette partie-là, je vais simplement faire une croix au milieu. Voilà. Et ici, on sépare bien les feuilles au moment de les laver. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et je vais laver tout ça bien précautionneusement. Ok, donc j'ai bien lavé mes poireaux. Je vais maintenant les faire cuire dans un bain d'eau bouillante salée. Je sais qu'il va y avoir encore un petit peu de terre, mais honnêtement c'est pas bien grave puisque les petits restes de terre partiront de toute façon dans l'eau bouillante et on ne va pas garder l'eau, donc ce n'est pas gênant. Je n'oublie pas de bien saler l'eau, c'est important. Je couvre et je laisse cuire 10 minutes environ. Et pour la béchamel, justement, on commence avec un morceau de margarine sans lait.
Sachez que je mets 2 fois moins de margarine que la quantité de farine que je vais mettre ensuite. C'est donc une recette qui est 2 fois moins grasse qu'une béchamel classique. Petit aparté, parce qu'à chaque fois que j'évoque la margarine végétale, j'ai des remarques, notamment par rapport au fait que je dis végétale et que toutes les margarines seraient végétales. Ce n'est pas le cas. Plein de margarines contiennent du lait, donc vérifiez bien les ingrédients. Et la deuxième remarque que j'ai systématiquement, c'est de me dire que la margarine est mauvaise pour la santé, beaucoup moins bonne pour la santé que le beurre, et que donc vous allez utiliser du beurre. Sachez que c'est totalement l'inverse. En fait, c'est un préjugé qui date des années, je ne sais quand, années 60 ou 70 je pense, où la margarine était à l'époque fabriquée avec de l'huile hydrogénée, ce qui n'est globalement plus le cas aujourd'hui, ou en tous les cas il suffit de lire les étiquettes pour choisir une margarine sans huile hydrogénée. Et dans ce cadre, la margarine est au contraire bien meilleure pour la santé que le beurre. Je vous laisse des études scientifiques en description pour que vous puissiez aller voir si mes dires sont vrais. Certes, on peut acheter de la farine de sarrasin toute prête en magasin, mais on peut également simplement acheter du sarrasin comme moi et fabriquer sa propre farine de sarrasin extrêmement facilement à la maison. Pour ça, il vous faut simplement un petit mixeur ou un grand mixeur ou un blender ou ce que vous voulez, quelque chose qui mixe en tous les cas. Et vraiment, comme le sarrasin, ce sont des pseudo-céréales, c'est pas du tout dur comme une céréale classique et donc ça se moue très facilement. Et moi, je préfère faire comme ça. En plus, elle est extra fraîche. Donc c'est parti. Et voilà. Je pense que j'ai mixé moins d'1 minute et je me retrouve avec une magnifique farine de sarrasin. Je continue donc ma béchamel, j'ajoute ma farine de sarrasin. Je vais bien mélanger et on va cuire un petit peu la farine. Ça sent déjà tellement bon. La farine de sarrasin torréfiée comme ça. Je trouve que ça a une odeur de noisette. Une fois que la farine a un petit peu cuit, on va ajouter petit à petit notre lait végétal hors du feu. Et là, on va fouetter pour justement que tous les grumeaux qui se sont formés se délient. Vous allez voir, ça se fait vraiment facilement. Le tout, c'est vraiment de mettre le lait petit à petit. On peut déjà voir à ce stade, je sais pas si vous voyez, que la farine de sarrasin, c'est quand même collant en fait. Donc malgré le fait que ce soit sans gluten, ça joue un peu le même rôle que le gluten dans cette recette. C'est-à-dire que ça va tout à fait lier notre sauce sans aucun souci. Donc là, je suis toujours hors du feu. Donc ensuite, on fait comme pour une béchamel vraiment classique, j'ai envie de dire. On met sur feu moyen fort, et on va, sans discontinuer, mélanger tout ça au fouet. Et vous allez voir, au fur et à mesure, la texture va s'épaissir, ça va prendre en fait comme une béchamel, j'ai envie de dire. Et ensuite, on pourra continuer notre recette. Non mais regardez-moi cette splendide béchamel. Ah là là, c'est tellement lisse et souple. Et ça sent extrêmement bon. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien ajouter de la muscade. C'est quand même assez traditionnel dans la béchamel. Je poivre généreusement. Et je mets un petit peu de sel. Ensuite, je mélange. En général, je goûte un petit peu à ce stade pour voir si j'ai besoin de remettre du poivre, du sel ou de la muscade. Et ensuite, on va passer à la suite de cette recette. C'est parti pour le montage du plat. Je mets mes blancs de poireaux dans mon plat. Franchement, j'en profite pour vous dire que les poireaux vinaigrettes, c'est tellement sous-coté. Je crois que c'est l'une de mes entrées préférées. On peut faire une sorte de mayonnaise maison avec des noix, montées un petit peu à l'huile de noix, avec des noix mixées et tout. C'est excellent. Dites-moi si la recette vous intéresse parce que c'est quelque chose que j'adore cuisiner. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos cuisine. Là, j'ai fait farine de pois chiches. Là, je fais sarrasin aujourd'hui. J'ai fait les légumineuses. Mais j'ai pas fait toutes les légumineuses. Si vous avez des idées, si vous avez envie que je parle d'un ingrédient en particulier, d'un produit en particulier et que je vous propose plusieurs variations de recettes comme dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous lirai et je pourrai pourquoi pas réaliser les vidéos en fonction. Ensuite, j'utilise du jambon vegan. Celui-ci est un jambon aux petits légumes. Je l'achète en Allemagne, mais sachez qu'en France, on peut tout à fait acheter du jambon un peu dans n'importe quel supermarché ou magasin bio. Du jambon vegan, bien sûr, je voulais dire. Donc j'enroule un petit peu mes poireaux dans mes petites tranches de jambon vegan. Sachez que c'est pareil, le jambon vegan est meilleur pour la santé que le jambon de cochon. Il faut savoir qu'on en parle très peu, mais l'OMS a classé depuis quelques années les charcuteries transformées, donc dont le jambon de bacon, etc. Tout ça est classé par l'OMS maintenant comme cancérigène. Donc il faut vraiment quand même faire attention et ne pas hésiter à passer au végétal, sans parler bien entendu des animaux qui sont totalement maltraités pour produire ce jambon, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai mis une tranche sur chaque poireau et maintenant je vais pouvoir mettre ma béchamel au-dessus. Et on va être vraiment généreuse en béchamel. Hop. Donc je vais bien en mettre partout.
Avant d'enfourner, pour bien que ça grille, étant donné qu'on n'a pas de fromage, j'ajoute un filet d'huile de cuisson. Et c'est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson pour gratiner tout ça. Et voici le résultat de nos poireaux au jambon. Je vais servir un poireau au jambon dans mon assiette pour vous montrer. Non mais regardez-moi ça, si ça donne pas envie franchement. C'est parti, on goûte ensemble. C'est tellement gourmand, c'est tellement bon. Le poireau est vraiment cuit à cœur. La béchamel de sarrasin est très gourmande. On sent ce côté sarrasin grillé, moi qui me rappelle presque la noisette. Avec le jambon vegan, ça va extrêmement bien ensemble. Du coup, on n'a aucune amertume qu'on aurait potentiellement eu avec des endives. Donc franchement, testez absolument cette recette. Pour la 4e recette, on va réaliser une recette que j'adore, qui est une recette de fondant au chocolat magique à base de flocons de sarrasin. Donc ça, c'est une autre forme de sarrasin que vous pouvez retrouver sur le site de Coro. Et d'ailleurs, si comme moi, vous avez du mal à digérer les flocons d'avoine, eh bien, je vous conseille de vous tourner vers les flocons de sarrasin, qui sont absolument délicieux, très nutritifs, et qui, personnellement, ne me créent pas d'intolérance. Donc pour la première étape de cette recette, je m'y prends en général la veille au soir pour avoir mon fondant au chocolat pour le lendemain matin. Et je trempe mes flocons de sarrasin dans un petit peu de lait végétal. Donc je vous conseille d'utiliser un lait végétal de noisette si vous en avez chez vous, sinon d'amande et sinon d'avoine. Il faut un lait végétal qui soit assez doux parce qu'on va quand même bien le sentir dans le résultat final. Et cette préparation-là, au fur et à mesure du temps, elle va commencer à développer un mucilage, c'est-à-dire une sorte de gel un petit peu gluant, un petit peu collant, qui va aider notamment à remplacer les œufs dans la pâtisserie vegan. Et donc je place mon bol au réfrigérateur pour au moins 4 heures ou idéalement toute la nuit. Ça y est, mes flocons de sarrasin sont restés 4 heures au frais. On peut voir que la texture a complètement changé. En fait, les flocons se sont un petit peu dissous, j'ai envie de dire, dans le lait végétal. Et surtout, ça a formé, comme dit, une sorte de gel. Donc pour la suite de la recette, on va faire fondre du chocolat. J'utilise toujours les pépites de chocolat noir sucré au xylitol, donc sans sucre en réalité. Et ma méthode préférée de fonte est au bain-marie. Donc regardez, j'ai ma casserole avec mon eau à l'intérieur. L'eau ne doit pas toucher le cul du saladier, ça c'est très important. Et ensuite je vais faire fondre mon chocolat comme ça en le remuant. Je mélange bien le chocolat. On voit que dans le fond il commence déjà à fondre. Faut pas hésiter à arrêter le feu assez rapidement, hein. Simplement la vapeur de l'eau chaude va continuer à faire fondre le chocolat. Et le bain-marie c'est assez conseillé parce que ça permet de ne pas faire cuire en fait le chocolat. Parfois j'ai certains retours sur mes recettes de personnes qui me disent le chocolat fait comme des grumeaux, je comprends pas, il est comme sec en fait. Et ça veut dire que vous avez cuit votre chocolat en fait, vous l'avez fait fondre à une température trop élevée. Si c'est le cas, il y a une astuce, c'est de rajouter un petit peu d'huile neutre et ensuite vous fouettez un peu le chocolat et vous allez voir, le chocolat va retrouver sa texture normale. Maintenant que le chocolat est fondu, donc j'arrête en général la cuisson, enfin je vais dire j'enlève même le bol du bain-marie, même lorsqu'il reste encore des petits morceaux de chocolat non fondus, ça va continuer à fondre en fait en mélangeant et comme dit, comme ça vous êtes sûr que votre chocolat ne va pas grainer. Regardez là comme il est bien fondu, bien beau. J'ajoute ensuite une purée d'oléagineux, donc là je reprends la purée d'amande de tout à l'heure, mais si vous avez de la purée de noisette par exemple, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera excellent également. J'ajoute également mon mélange de sarrasin avec tout, hein, le lait qu'il y a à l'intérieur, etc. Voilà, on voit bien comme c'est collant et comme ça peut effectivement remplacer les œufs dans la recette. On ajoute également un petit peu de sucre, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe. C'est aussi un sucre complet hein, qui apporte un petit goût caramélisé assez sympa et je mélange tout ça. J'ai oublié la petite pincée de café qui ne va pas donner vraiment de goût de café à ma recette, mais qui va néanmoins rehausser la saveur du chocolat. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille trop de tester. Lorsque j'étais chef en restauration vegan et sans gluten, j'allais tout le temps récupérer dans la partie salle du restaurant le marc de café que forcément on jetait et j'en utilisais une petite partie pour mes préparations au chocolat et à chaque fois les gens étaient fans de mes gâteaux. Regardez-moi ça, la pâte est trop belle. On dirait pas du tout que c'est une pâte sans œufs. On voit qu'elle est vraiment bien liée. Je mets ma pâte dans mon moule. Faut agir assez vite parce que, comme vous pouvez le voir, ça a tendance à durcir, mais c'est pas du tout grave parce qu'au four, ça va redevenir tout liquide avant de cuire, bien sûr. Et à présent, j'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Ok, donc le gâteau est sorti du four. Je l'ai laissé un tout petit peu trop cuire, mais sinon, il est magnifique. Je vous montre une part. Voilà ce que ça donne. Ça sent hyper bon. Et c'est parti pour tester ensemble. En bouche, il est vraiment très fondant, c'est hyper agréable. C'est pas un coulant,
mais vraiment c'est un fondant. Comme je l'ai très peu sucré, forcément il est très riche en chocolat. Il plaira énormément à toutes les fans de chocolat. Le goût du sarrasin est très discret, donc pour les personnes qui feraient par exemple ce gâteau pour des enfants, n'ayez pas peur du tout, ça ne va pas les effrayer. Et pour autant, c'est un gâteau encore une fois qui est très nutritif, donc hyper intéressant. Alors, monsieur Erwan, oui, le fameux breton pure souche, ouais, je vais goûter qui adore le sarrasin, va goûter le gâteau au chocolat. Ouais, et tu nous dis ce que t'en penses. J'avais goûté une fois, c'était une marque bretonne qui faisait ça, justement un gâteau au chocolat et au sarrasin. Et vraiment les deux ensemble, chocolat sarrasin, ça va très bien ensemble. Ah ouais. T'aimes bien? C'est trop bon. Tu vas tout manger? Parce que moi j'aime pas trop le chocolat noir. Tu peux me faire confiance, je mange toujours de ce que tu fais. Aujourd'hui, Andrea a publié son millième publication sur Instagram. Et oui. Donc, je tiens à féliciter quand même Andrea, la queen. Merci. Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est la recette parmi les 4 que je t'ai proposées aujourd'hui qui te tente le plus dans cette vidéo. Dis-moi laquelle tu te verrais le plus reproduire, mais dis-moi également qu'est-ce que toi tu fais en général avec le sarrasin. Est-ce que tu as l'habitude de cuisiner avec, oui ou non? Et est-ce que tu as d'autres recettes vraiment sympas à partager avec la communauté? N'hésite pas à noter tout ça en commentaire, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, n'oublie pas de laisser un like et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ma chaîne, j'ai déjà proposé des dizaines et des dizaines de vidéos cuisine dans lesquelles je t'apprends à cuisiner les légumineuses, des farines spéciales, mais aussi des protéines végétales. Franchement, j'ai énormément de contenu sur ma chaîne, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos. Du coup, moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, à très bientôt!